Amis internautes de Prime News TV Bénin, bonjour. Très heureux de vous retrouver sur votre émission Prime News Sport, votre hebdomadaire sportif. Aujourd'hui, nous allons parler de deux sujets. Le premier déjà, c'est la crise sportive qu'il y a au niveau de Manchester City. Et pour le second sujet, il s'agira de parler du voyage périlleux du Real Madrid à Anfield, dans l'antre de Liverpool. Et pour analyser avec moi ces deux sujets, je reçois pour vous M. Melchior Gauguin. Monsieur Melchior, bonjour. Bonjour, M. Kamel. Comment vous portez-vous? Très bien. Et de votre côté? Merci. D'accord. Et bienvenue sur notre émission Prime News Sport. C'est moi. D'accord. Man City ne gagne plus depuis 6 matchs déjà. Leur dernière victoire remonte au 26 octobre 2024, soit exactement un mois déjà. City, sur ses 6 dernières rencontres, c'est 5 défaites et un match nul. 5 défaites dont 2-1 contre les Spurs de Tottenham en Cup, 2-1 contre Bournemouth, une raclée 4-1 contre le Sporting Club de Portugal en Champions League, 2-1 contre Brighton, et coup de tonnerre, l'humiliation, 0 but contre 4 face à Tottenham, aux Spurs de Tottenham, cette fois-ci en championnat. Et il faut le dire, les Sky Blues, qui n'avaient plus perdu depuis novembre 2022, ont vu leur série s'arrêter à 52 matchs sans défaite à domicile. Le plus surprenant, Manchester City, qui gagnait 3-0 hier jusqu'à la 74e, 73e minute face à la modeste équipe de Feyenoord de Rotterdam, a quand même su trouver les moyens de se faire rattraper au score 3 buts partout en 15 minutes. Alors, Monsieur Melchior, dites-nous, qu'est-ce qui ne va pas? Qu'est-ce qui ne va pas à Manchester City? Alors, comme vous le savez, monsieur le journaliste, vous avez su bien le dire tout à l'heure, Man City est en crise. Parce que ce club ne nous a pas habitués à ces contre-performances. 5 matchs sans avoir gagné, je pense que c'est une première dans l'histoire de carrière de Pep Guardiola. Parce que c'est un coach qui nous a habitués à gagner. Je pense que de bientôt un mois, il a pu retrouver quand même les fumées de la victoire. Je pense que avec les bagages que ce coach possède, il va arriver à changer un peu le tir. Mais avouons que Man City est en crise. Est en crise. Oui. Il faut aussi le dire, les blessures de Ruben Dias, Rodri, Doku, Kovacic, les méformes de Foden, Gundogan qui évoluent en dents de scie, et aussi le retour à la compétition de Kevin De Bruyne qui n'a pas encore retrouvé la plénitude de sa forme. Est-ce qu'on ne peut pas accorder, au vu de tout cela, une circonstance atténuante à Pep Guardiola? Exactement. Mais avant cela, reconnaissons que toute une équipe, malgré ses victoires, il y a quand même des périodes face. Et nous sommes quand même face à l'histoire depuis bientôt 7 ans. Man City a eu à gagner 6 fois la Première Ligue. Je pense que ça, ce n'est pas donné à n'importe qui. Donc, est-ce que les joueurs en réalité ont encore faim? Ça, c'est d'abord la toute première question. Parce que être habitué à gagner à chaque fois, il y a des moments où vous avez dit, bon, nous sommes déjà habitués à gagner, donc on peut quand même baisser un peu les pieds. Mais avoir aussi autant de blessures dans un club, ça contribue énormément quand même à des résultats que l'on ne souhaite pas. Parce que vous avez Man City, le milieu c'est Kevin De Bruyne. La défense depuis 2020, je pense que c'est Ruben Dias qui a pu stabiliser l'axe central de la défense. Mais il n'est plus là, Akanji aussi, donc il y a quand même assez de blessés dans ce club. Tout cela peut expliquer quand même les résultats que nous sommes en train de constater. Alors, Pep Guardiola, on le connaît, hein, le maître tacticien. Doit-il changer quelque chose? Par exemple, revenir à son système de jeu où il jouait sans attaquant et il identifiait le milieu de terrain? Ou doit-il continuer toujours comme ça? Je pense que le moment n'est pas propice pour qu'il revienne encore sur l'ancien système. Parce que nous savons tous que le tiki-taka qu'il faisait avec un faux neuf avait marché au FC Barcelone. Quand il était au Bayern Munich, il a pu quand même mettre Lewandowski au début au banc et ça a marché. Mais après, nous avons vu quand même les résultats. Donc je pense que pour améliorer un peu son système, il a pu s'attacher les services de Erling Haaland. Ce joueur qui est un tueur devant. Donc je ne pense pas qu'il peut quand même faire
peut jouer sans ce joueur actuellement. Il doit quand même revoir un peu son système parce que quand nous regardons les matchs, Man City fait le jeu. Man City fait le jeu. Je pense que ce qui est là, il doit quand même remettre en cause un peu cette tactique et laisser quand même ces joueurs développer leur jeu. Ne pas te dire tout le temps qu'il sera quand même le roi parce que quand ça ne va pas dans un club, il faut un grand coach pour parler à ces problèmes, pour remobiliser tout le monde, pour que tout va encore quand même dans le bon sens. Il y a certains qui accusent Pep Guardiola de s'octroyer toute la lumière autour de lui au détriment des joueurs. Les joueurs devraient être des automates, des robots en quelque sorte sur le terrain qui n'auront que mettre en pratique les consignes du coach. Est-ce que ceux-là qui le disent et qui disent que à chaque fois quand l'équipe se retrouve en difficulté et que Pep n'a plus les moyens de redonner ou bien de transmettre d'autres consignes, cette équipe automate, soi-disant, ne retrouve plus son âme pour s'auto-discipliner sur le terrain. Ceux qui le disent, est-ce qu'ils ont raison ou bien c'est à tort ou à raison qu'ils le disent? Bon, je leur concède quand même, ce sont leurs idées. Et avant que, disons, Pep, c'est l'élève de Johan Cruyff. Et Pep a eu la chance de commencer avec l'équipe A de Barcelone en 2009. Et sa toute première année, il a tout gagné. Donc, ce n'est pas donné à n'importe qui de prendre une équipe aussi redoutable et gagner à la toute première année. Il a fait ses preuves. Il a quand même eu à changer l'histoire du football. Parce que le football, en temps, il avait quand même, chaque poste avait ses spécifiques, mais lui, il a changé beaucoup de choses. Pep Guardiola, quand on parle de football, on doit quand même parler de Pep Guardiola. Donc, veut ou non, certes, on sait que c'est un coach qui aime voir la lumière vers lui. Donc, je pense que c'est un moment pour lui de se remettre un peu en cause, pour chercher quand même les moyens, ce qu'il faut, comment essayer de mettre les joueurs dans sa boule pour que les choses changent. Mais quand même, moi, j'ai confiance à Pep Guardiola. Parce que partout, il a passé quand même, il a prouvé de beaucoup de choses. Et il ne faut pas oublier qu'il a eu à quand même profiter de la trêve internationale de novembre pour prolonger de 2 ans. Or, les défaites étaient là et tout le monde voyait qu'il va profiter de cette défaite pour annoncer comme un club qui partira quand même à la fin de la saison. Mais qu'est-ce qu'il a fait? Il a demandé quand même qu'on le prolonge. Il a été prolongé de 2 ans. Sûrement, il est dans un club où il y a les moyens. Et bientôt en janvier, il y a encore la trêve hivernale. Il y a la potentialité de prendre encore autres joueurs pour quand même essayer de combler les vides qui manquent actuellement. Est-ce qu'on peut parler aussi d'une équipe en fin de cycle, des joueurs vieillissants ou bien fatigués qu'il faut changer? Exactement. Je pense que c'est le vrai mot ça. C'est une équipe qui est quand même en fin de cycle parce que, regardez Gundogan, qui était leur capitaine, il est parti d'abord, est revenu. Ça veut dire que si un joueur de plus de la trentaine qui quitte un club libre à Barcelone et revient encore, ça veut dire qu'il y a quelque chose qui manque. Parce que, disons, les choses telles qu'elles sont, Pep Guardiola a quand même eu à faire des erreurs. Laisser Cole Palmer, qui est en train de briller actuellement à Chelsea, je pense que ce sont des joueurs où il pouvait quand même les garder pour que s'il y a la meilleure forme de De Bruyne, ces joueurs peuvent monnayer leur talent sur le terrain. Donc c'est une équipe vieillissante. Avouons-le, Cole Palmer sous Guardiola n'était pas rentré dans son système, comme beaucoup d'autres joueurs d'ailleurs. Kevin De Bruyne qui brille sous Guardiola aujourd'hui avait commencé sous Mourinho et n'avait pas brillé. Vous voyez, il y a Kovacic que Pep a su bonifié aujourd'hui, qui n'avait pas trop brillé sous Zidane au Real Madrid. On le sait, mais avant que Cole Palmer venait quand même de l'équipe, je venais de Man City, donc il faut du temps. Et avoir des joueurs comme De Bruyne, Gundogan dans une équipe, et en tant que jeune, tu ne peux pas quand même avoir l'audace de faire certaines choses sur le terrain. À Chelsea, il s'est vu quand même le roi, on lui a accordé toute la confiance qu'il faut. Et en moins de 2 ans, il a montré à tout le monde que c'est un joueur très bien. Donc je pense que ce sont des erreurs que Pep a commettre. Mais moi j'ai quand même la foi. Ils ont encore la trêve devant eux et peut-être fin de la saison, les choses vont changer. Mais il y a une chose, les victoires de Pep Guardiola pour gagner la première ligue, c'est au niveau de la période, de la deuxième moitié de saison. Et là, ça devient quand même de tourne à revers. Il ne perd plus jamais. Quand vous prenez pratiquement à partir de février en championnat, Pep Guardiola, c'est autre chose. Donc, c'est le moment pour Liverpool de prendre en même temps le large, sinon Pep Guardiola
peut encore renverser la tendance. tendance. Tout est encore possible. Vous avez même, vous venez de répondre à ma dernière question où je voulais vous demander si vous croyez toujours à une victoire de Manchester City en fin de saison. Pourquoi pas? Tout dépendra du match si ça me dit bien le dimanche, parce que je pense que Liverpool et Man City sont encore là. Oui. Donc c'est le hasard qui se pointe. Si Liverpool arrive quand même à s'en sortir avec une victoire, je pense que la chance... Ils auront 11 points d'écart. Je pense que la chance serait vraiment quand même un peu de leur côté. Mais si Man City arrive à renverser la situation et à gagner Liverpool, je pense qu'ils vont réduire l'écart, ils seront à 5 points. Et en connaissant la première ligue, tout peut se jouer. Liverpool a quand même du mal à gagner le dimanche passé contre le dernier du championnat. Oui. Donc je pense que tout est encore possible. Ah bon, on ne va pas dire le dernier du championnat parce que le championnat anglais est atypique où le premier peut être battu par le dernier ou le deuxième on peut perdre contre le dernier. Oui. Donc c'est un championnat où toutes les équipes se valent à un moment donné. Liverpool, donc passons donc par ce crochet pour parler du Real Madrid. Hein. Un Real Madrid moribond et déplumé de quelques stars, notamment son maître à jouer, Vinicius Junior, et Rodrigo, Tchouaméni, Carvajal, Militao et Alaba, qu'on ne cite plus d'ailleurs, effectuent un voyage périlleux pour aller défier les Reds de Liverpool dans leur antre, bon, qui n'est plus, qui non plus n'est plus une cité imprenable car ayant perdu 1-0 face à Nottingham Forest, 1-0 contre Crystal Palace et 3-0 contre l'Atlanta Bergame, toujours à Anfield et en 2024. Il faut aussi le rappeler, sur les 10 dernières confrontations entre les deux équipes, le Real Madrid et Liverpool, Liverpool n'a gagné que 2 fois et c'était en 2019. Le Real a gagné 7 fois et ils ont fait un match nul 7 fois, donc dans la dernière victoire qui a laissé une tache indélébile dans l'histoire de Liverpool, où ils ont été humiliés, il faut le dire. La fameuse remontada sanglante du Real où Liverpool gagnait 2-0 et le Real a remonté la vapeur et a gagné 5-2. On était en février 2023. Seulement hein, il y a un temps eu un changement d'entraîneur au niveau de Liverpool. Jürgen Klopp a cédé sa place à Arne Slot, le néerlandais, qui fait un beau boulot actuellement. Dites-nous, une rencontre certainement électrique hein, avec en toile de fond des matchs, des revanches du côté de Liverpool et notamment de Mohamed Salah et une survie qui se joue du côté du Real Madrid. Qu'entrevoyez-vous à la suite de cette rencontre au vu des forces et faiblesses des deux équipes? D'abord, tout à l'heure, nous aurons un match, comme vous l'avez dit, un match électrique parce que Liverpool et Real, ce sont les 2 meilleurs clubs d'Europe. Real, c'est 14 fois la Champions League et Liverpool, c'est 7 fois la Champions League, tout comme AC Milan. Oui. Donc, je pense que c'est les 2 clubs qui ont quand même eu à remporter le bagatelle de Champions League. Donc, tout à l'heure sur le terrain, on aura 11 Champions League sur le terrain. Et vu l'effectif du Real Madrid avec Kylian Mbappé et aussi la forme extraordinaire de Liverpool sur Slot, je pense que ça sera un match vraiment électrique. Comme vous l'avez dit, c'est un match de revanche pour Liverpool. Mais attention, depuis 2009 où Liverpool a gagné le Real en aller-retour 1-0 et 4-0, ils n'ont plus gagné le Real Madrid. Malgré que Klopp a quand même essayé de mettre quelque chose en place qui tournait, qui marchait bien. Ils ont gagné, ils ont perdu 2 fois face au Real Madrid en finale et aussi en match de poule. Donc je pense que c'est un match électrique. Mais attention, le Real Madrid c'est un club qui ne meurt jamais. Qui ne meurt jamais. Qui ne meurt jamais, dit-on. Une défaite pour le Real serait-il synonyme de condamnation au barrage? Parce que déjà, le projet du Real, c'est de tout faire, gagner au moins 3 matchs des 4 qui leur reste à jouer pour pouvoir se qualifier directement. La situation actuelle du Real Madrid peut être comparée à Man City. Oui.
Seulement que le Real est un club où l'institution est en place et tout marche. Je pense qu'ils se sont laissés tirer les balles dans le pied en perdant à domicile face à l'AC Milan pour la journée passée, la dernière journée. Et une défaite aujourd'hui peut hypothéquer largement leur chance d'être parmi les 8 premiers pour être qualifiés directement. Donc je pense qu'ils n'ont pas quand même raison de faire une tête figure tout à l'heure à Anfield. Mais je pense quand même que Carlo Ancelotti aura les mots pour galvaniser ses joueurs, malgré toutes ses blessures. On sait que Vinicius, le métronome n'est pas sur le terrain. Rodrigo, qui travaille dans l'ombre aussi, n'est pas sur le terrain. Le Messi Champions League, merci beaucoup. Rodrigo. Oui, il n'est pas sur le terrain. Militao, il y a beaucoup d'absents dans leur équipe, au sein de leur effectif. Donc, ils vont essayer de jouer avec Mbappé dans leur rang. Mbappé a quand même la chance aujourd'hui de prouver à tout le monde qu'il est toujours la star qu'on croyait, parce qu'il a quitté Paris pour le Real. C'est pour prendre quand même de la visibilité. Mais je pense que ça ne prend pas encore. Donc, avec l'absence des deux Brésiliens, il doit quand même montrer à tout le monde qu'il est toujours le joueur convoité par tout le monde. Nous allons faire une petite virgule. Mbappé, qu'est-ce qui se passe? Mbappé a quitté le Paris Saint-Germain. On dit que, bon voilà, Mbappé a quitté et on gagne. Le Paris Saint-Germain bégaye encore en Champions League. Mbappé qui devrait profiter de l'occasion pour dire, voilà, vous voyez, c'était moi qui faisais le Paris Saint-Germain, est venu dans un système déjà mis en place, et un système déjà huilé, où tous les engrenages étaient en place et transmettaient le mouvement. Mbappé est venu et puis le Real a commencé par régner. Bien vrai, il faut le dire, Toni Kroos entend, l'autre métronome du milieu du terrain n'est plus là. Mais Mbappé n'arrive plus à développer son jeu qu'on lui connaît. Personnellement, moi, ça ne m'étonne pas. Ça ne m'étonne pas. Je me disais même déjà que Mbappé aura quand même des difficultés au début. Parce que Mbappé avait quand même d'avoir avec le Paris Saint-Germain tout ce qu'il souhaitait. Il était quand même, disons, le prince du roi du Qatar. S'il demande quelque chose, quand même, on l'accordait. Paris Saint-Germain était un club qui est formé pour jouer pour Mbappé. Malgré qu'il avait Messi et Neymar à l'époque, on jouait pour Mbappé. Mbappé réclamait les pénaltys, on donnait les pénaltys à Mbappé. Mais le Real Madrid, comme je l'ai dit, c'est une institution. Tu ne peux pas venir dicter ta loi. Et c'est un système qui est déjà mis en place. Le club est au-dessus des joueurs. Vous pouvez vous appeler Cristiano Ronaldo. La belle preuve, Ronaldo est parti parce qu'il a commencé par demander des choses. Le président a dit, ici, ce n'est pas comme ça. Et il est parti. Donc Mbappé est venu. Savez-vous que quand il était au Paris Saint-Germain, quand on le mettait au point, mais il refusait. Il ne voulait pas être quand même le joueur qui va être l'attaquant. Jouer dans l'axe, le 9 de l'attaque, il ne voulait pas. Du coup, on doit essayer de le mettre coûte que coûte sur l'aile gauche. Mais au Real, vous avez un joueur, disons, c'est le meilleur au monde sur l'aile, Vinicius, qui est capable de renverser à lui seul un match. Et vu ses performances dans les dernières années, on ne peut pas quand même essayer de dire, bon, Vinicius, tu décales pour qu'on place la star qui est venue. C'est impossible. Du coup, Mbappé ne joue pas dans sa position préférentielle depuis qu'il est là. Donc cela peut expliquer... Son registre qu'on lui connaît. Merci beaucoup. Ça peut expliquer un tout petit peu sa méforme. Vu aussi les problèmes sportifs qui l'entourent, ses voyages sur la Suède. Voilà, il y a des problèmes. Des problèmes. Donc il a côté mentalement, Mbappé n'est pas encore notre Mbappé qu'on connaissait. Mais wait and see. Wait and see. Et aussi, avec le match importantissime qui attend Liverpool ce week-end, où ils vont affronter, ils auront l'occasion de prendre le large s'ils arrivaient à battre Manchester City. Est-ce que Liverpool va crânement jouer sa chance face au Real, au risque de laisser quelques plumes? Ou vont-ils baisser les pieds, vu qu'ils sont déjà premiers de la Ligue et qu'ils ne craindront plus grand-chose pour se qualifier? Je ne pense pas. Parce que si depuis des années, Liverpool cherche ce match de revanche, et je pense que c'est le moment idéal, vu que le Real n'a pas tous ses stars en place, de gagner au moins une fois contre ce Real Madrid qui les a privés déjà 2 fois dans les 4 dernières années de la Champions League. Donc,
pourquoi stopper alors une série qui marche? Ils sont sur 17 matchs, une défaite et un match nul. Tout le reste, ce sont des victoires. Donc, se permettre de dominer à domicile et perdre ce match à domicile. Or, vous savez que le week-end, vous avez Man City qui est déjà en difficulté, qui va chercher coûte que coûte à renverser un peu la tendance. Oui. Je pense que jouer avec de réserve serait quand même une erreur. En connaissant le coach néerlandais Slot, il ne va pas accepter, il ne va pas dire à ces joueurs que vous pouvez jouer. Non, ils iront quand même au bout, ils vont jouer pour montrer au Real Madrid qu'ils sont encore redevenus Liverpool que tout le monde craignait. Que tout le monde craignait. Oui. Alors, pour une dernière, pour la DER, ce n'était pas prévu. Nos guépards du Bénin qui se sont qualifiés, dans la douleur, pour la prochaine CAN, on dira enfin. Comment vous avez vécu cette aventure des guépards, une aventure qu'on pourrait qualifier de, je ne sais pas, qui est fait de tous les rebondissements possibles, mais à la fin, nous avons retrouvé quand même les guépards qui ont su faire le dos rond pour se qualifier. Comment avez-vous vécu cette aventure? Je pense qu'une qualification, à chaque fois que le Bénin se qualifie pour la phase finale d'une CAN, je pense que c'est toujours la chose que tout le monde peut souhaiter. Donc, moi, je suis quand même fier. Après tout, je suis béninois, donc voir les joueurs béninois quand même lutter sur la terre libyenne, c'était pas quand même gagné à l'avance. C'était un match qu'on regardait avec quand même de la peur au ventre. Donc la qualification est là, mais disons une chose, cette équipe, ça reste encore beaucoup de choses à corriger. Beaucoup de choses à corriger parce que nous avons quand même eu la chance d'être bien accueillis par les Ivoiriens. Nous avons joué sur le terrain et on gagnait. Mais les déplacements, les 3 déplacements que nous avons effectués pour jouer contre le Nigeria, au Rwanda, nous n'avons pas gagné ces matchs. Même si on a déjà fait match nul à Tripoli, les 2 autres ce sont des défaites. Donc, vu l'équipe, nous avons eu l'équipe n'a pas un fond de jeu terrible. Certes, nous sommes difficiles à manœuvrer, mais nous-mêmes, l'équipe béninoise n'a pas encore un fond de jeu. On ne peut pas quand même faire circuler la balle pour donner quand même la fierté au peuple. Mais je pense que le coach va y à penser sur ces axes, corriger ce qu'il faut corriger pour qu'on soit quand même fiers derrière nos écrans. Pour ceux qui n'ont pas les moyens pour voyager pour le Maroc, quand même, quand on voit une équipe béninoise jouer, qu'on sent que non, nous sommes fiers de cette équipe. Mais ne pas aller là-bas faire encore des matchs nuls et être qualifié comme ce que nous avons déjà fait en 2019, c'était... C'était en Égypte, non? C'était en Égypte, exactement, c'était en Égypte. Oui, 3 matchs nuls, qualifiés en quart de finale et après éliminé par... Non, bon, d'abord qualifié en 8e. Est-ce que la manière de qualification importe? D'autant qu'il y a un adage qui dit que le chat soit gris ou noir, pourvu que ce chat-là attrape la souris. Je n'en disconviens pas. Mais si vous voyez l'équipe de France qui a gagné la Coupe du Monde en 2018, certes, ils ont gagné, mais ils n'ont pas un fond de jeu terrible. Vous voyez, même s'ils n'ont pas encore des joueurs potentiels comme les Vinicius, les Rodrigo, mais quand même, quand vous voyez l'équipe rwandaise jouer, on voit qu'il y a un fond de jeu. C'est tout ce que nous demandons. Et je pense que le coach, il y a quand même une année devant encore lui. Il y a une année, il va voir comment corriger les choses. Ok. Il y a Gernot Rock qui a intervenu sur une radio de la place, BIP Radio pour ne pas la citer, qui affirmait que Soukou, c'est Soukou lui-même qui a quitté l'équipe nationale et que si il refusait la demande, s'il redemandait qu'il allait revenir, qu'il pouvait peut-être revenir sur sa décision. Est-ce que vous pensez que c'est le meilleur moment pour incorporer Soukou, vous, à la place de Gernot? Si Soukou demandait à réintégrer l'équipe, quel serait votre... Moi, je pense que l'équipe béninoise a besoin de toutes ses forces vives. Si le coach Gernot juge que Soukou a encore sa place en équipe nationale, pourquoi attendre que c'est Soukou qui doit d'abord l'appeler pour dire je suis disponible? Il est coach. Selon vous, hein, oui. Soukou
mérite encore sa place dans l'équipe nationale aujourd'hui, oui ou non? Personnellement, oui. Parce que nous avons des joueurs qui jouent en national 2 français. Nous avons des joueurs qui sont pratiquement sans club, qui sont convoqués en sélection. Et Soukou est encore en jambes, il joue dans son club. Il est tout le temps titulaire. Donc, nous voulons des joueurs qui sont sur le terrain. Donc, si on fait appel à des joueurs quasiment sans club, bien des joueurs qui sont en amateur, pourquoi ne pas faire appel à un joueur professionnel? Vu que le peu de matchs que Soukou a joué avec l'équipe béninoise, il a montré que sa place est encore là. Et avec les 3 milieux du terrain, Soukou a sa place sur le terrain. Kenneth Rohr est allemand. Soukou aussi a quand même des affinités allemandes. Donc, les deux peuvent se comprendre. Moi, je vais demander personnellement au coach, quand même, un coach doit quand même essayer de fédérer avec tout le monde. Même si le joueur entend a dit qu'il ne veut plus venir en équipe nationale, sûrement que c'est à cause de certains problèmes, il peut essayer de l'appeler et ensemble ils vont résoudre pour que Soukou revienne. Oui. Il y a aussi qu'il y a un environnement qui est déjà en place. Ne pensez-vous pas que malgré toute sa volonté, le fait que Gernot Rohr puisse incorporer Soukou dans cette équipe peut créer une cassure au niveau de l'équipe nationale, de notre vestiaire. On ne sait pas, on ne sait pas quel... peut-être Gernot Rohr a tort, peut-être qu'il a raison. Mais est-ce que vous ne pensez pas que refaire appel à Soukou ne pourrait pas dégrader une fois encore le climat serein qui est déjà au sein de l'équipe? Je pense que l'équipe nationale n'est pas un titre foncier. En tant que joueur, même si vous avez participé à la qualification de l'équipe, vous êtes encore obligé d'être en jambes dans vos clubs. Vous devez être performant pour qu'on vous fasse appel pour participer maintenant à cette CAN. Ce n'est pas parce que j'ai contribué à la qualification de l'équipe que je peux maintenant aller, officiellement je suis déjà sélectionné. Non. Et quand le coach va donner, à l'écouter, parce que j'ai aussi suivi l'émission, les joueurs vont dire, bon, que j'ai déjà 95% de chance d'être à la CAN. Or, ce n'est pas le cas. Vous avez contribué à la qualification, ça c'est fini. Maintenant, pour être convoqué à nouveau, c'est une autre phase. Il faut être performant dans vos clubs. Maintenant, si Soukou a un problème personnel avec les joueurs de l'équipe, ça, je ne sais pas. Donc, si ce n'est pas le problème, si c'est des problèmes de tout ce qui s'est passé après notre élimination en 2021, je pense que le coach, vu ses expériences, il peut gérer cette situation. Pour rappel, hein, Soukou, on va parler en termes clairs, c'est un problème de personne. Il disait que tant que Gernot Rohr sera là, que lui ne vient plus. Voilà. Donc, moi, personnellement, je ne sais pas ce que les deux ont en commun. Est-ce que le problème existait déjà avant que Gernot Rohr est nommé sélectionneur du Bénin? Ça, je ne sais pas. Mais, regardez, prenons l'exemple toujours sur la France. En 2014, ou 2018, Deschamps n'a pas appelé Rabiot, qui était quand même à l'époque un jeune joueur qui faisait des merveilles. Deschamps ne l'a pas appelé, bien il a mis sur la liste réserve. Rabiot a décliné l'offre. Il ne va rester sur une liste réserve. Pendant 2 ans, Deschamps ne l'a plus convoqué en sélection. Mais les deux ont eu à trouver quand même de terrain d'entente pour que Deschamps le rappelle par la suite. Et actuellement, Rabiot fait partie des meilleurs joueurs français en termes de milieu de terrain. Malgré qu'il est actuellement en difficulté concernant son club, parce qu'il a quitté la Juventus pour Marseille, il est toujours appelé en équipe de France. Je pense que Gernot Rohr peut quand même essayer de mettre le conflit entre Soukou et lui de côté et penser à l'intérêt national. Si Soukou peut participer, si Soukou peut donner un de plus aux jeunes, pourquoi ne pas l'appeler? Si Sessegnon avait ici 38 ans sans club, on l'appelait pour qu'il donne conseil aux jeunes. Soukou aussi peut jouer ce rôle. Enfin, pour finir, il faut dire, depuis son avènement, le gouvernement en place de Patrice Talon, n'ayons pas froid aux yeux pour le dire, pour l'avouer, a fait énormément pour le sport béninois, notamment le football, avec des investissements dans toutes les vannes, à tous les niveaux, que ce soit les collèges, le championnat, tout ça là, et même le championnat féminin. Malgré tout ça là, le Bénin n'arrivait pas à passer le cap de qualification. Bon, parlons déjà même des hommes.
est-ce qu'on peut considérer cette qualification comme un bonus pour tout cet effort qui a été consenti? Bonus, oui. Mais je pense que dans le football, il faut du temps. Préparer toute une jeunesse, ou bien former une équipe dès le bas âge, il faut du temps. Sénégal avait brillé en 2022. Et en 2002, avec les Diouf, les Fadiga, des joueurs extraordinaires. Mais après ça, ils ont eu un temps mort. Ils se sont quand même à refonder leur système de manière footballistique totale. Et c'est après 2015 qu'on a vu au Sénégal, une génération qui gagne, cadet, junior, senior, un peu partout. Donc, Sénégal est parti encore pendant 30 ans pour nous faire des merveilles. Je pense que le gouvernement béninois a compris tôt ce qu'il faut faire. Ils ont commencé. Cette qualification, pour moi, comme vous avez dit, c'est juste un bonus. Mais il faudrait qu'on change aussi les hommes. Mettons les hommes qu'il faut, à la place qu'il faut. Parce que depuis bientôt 4 ans, moi je suis un enseignant au de Saint-Thérita. L'équipe du collège a participé à plusieurs fois à la Coupe du Monde scolaire. Ils ont fait des merveilles en battant la France, 7-0, gagnant Mexique par 9-0. Tout le temps, ils ont 4e et 2e. Ils ont, sur le plan africain, ils ont... Une chose est sûre, cette équipe de Saint-Rita, je le rappelle, vous êtes également coach du club, de l'équipe du génie en herbe du CG Saint-Rita. Quand on parle du CG Saint-Rita aujourd'hui, ce n'est plus au Bénin qu'ils ont cette renommée-là, elle est continentale et internationale. Exactement. Donc, si ces jeunes, on doit quand même essayer de continuer à faire avec eux. C'est parce qu'ils ont franchi l'étape scolaire qu'on va leur laisser. Parce qu'ils ont déjà fait des merveilles pour ce pays et avec ce qu'ils ont développé, il y a déjà des affinités entre ces jeunes. Je pense que c'est le moment de créer un projet, pourquoi pas un centre de formation pour que les collèges, voilà, ces talents ne se dispersent pas par la suite. Parce qu'on a vu à Dingra, il a pris part au Bénin. Actuellement, il est un élément fort avec la sélection ivoirienne et dans son club, Brighton. Donc je pense que le gouvernement fait des efforts, mais il ne faudrait pas que ceux qui ont été nommés pour jouer certains rôles ne jouent pas à la rabais. Donc cette qualification, c'est bon pour la jeunesse, parce que les petits vont dire si nous continuons, on peut toutefois à leur place. Quand nous voyons les Dodoko, les Olaïtan, le Dandino, ce sont des éléments que nous voyons au pays. Donc ce n'est pas forcément les expatriés qu'on va essayer de nous apporter. Donc je pense que le gouvernement continue dans ce sens et pour que le Bénin ait au moins un stade dans le nom international. Sinon, ce n'est pas bien que la jeunesse est au pays et son équipe va jouer dans un autre pays. Souvent des années, ce n'est pas bien. Que le gouvernement pense aussi pour que le Bénin ait au moins quand même un stade de renommée internationale. Un stade neuf, vous voulez dire? Oui, complètement neuf. Ne pas réaménager ce que nous avons ici et après 2 ans, on va dire que c'est encore... Non, c'est pas bien. Alors bon, on espère bien, Monsieur Melchior, c'est un roi mage. Bientôt, la nativité s'approche. Ils vont nous apporter les présents pour construire un stade flambant neuf. Et pour finir, Monsieur Melchior, on sait que Gaspard n'est pas venu. Balthazar, il est où actuellement? Balthazar est relâché, je pense. C'est pas le frère Balthazar. C'est le Balthazar de Guinée. Ah, ok, d'accord. Le vrai Balthazar, il est dans autre rôle. Alors, chers amis internautes, c'est sur cette blague que nous allons finir l'émission de cette journée. Retrouvez-nous pour la semaine prochaine pour d'autres sujets encore plus alléchants. Ciao, ciao. À la prochaine.